Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Je me répète, je me permets de me répéter, on a coupé vos micros pour les questions, on vous invite à les poser directement dans le chat et on veillera à y répondre à la fin. On a prévu de prendre 10 minutes pour répondre à vos questions. Ce webinaire, il vise à proposer un décryptage autour de la note qui a été publiée par I4CE autour de la valorisation et de la communication sur l'action climatique réalisée dans le cadre du label bas carbone. Donc, ce webinaire, il est proposé en collaboration entre AgroSolutions et I4CE, AgroSolutions qui a participé à la rédaction de cette note. Moi, je suis Gilles Damével, je suis manager senior chez AgroSolutions. J'y travaille depuis 2014, principalement autour des démarches sourcing durable, RSE, éco-conception et également bilan carbone. Je vais laisser Edouard se présenter, puis on terminera par Thomas si ça vous va. Bonjour à tous, donc moi je suis Édouard Lancrier, coordinateur du sujet bas carbone chez AgroSolutions, pour AgroSolutions et le groupe InVivo. Nous avons collaboré avec I4CE sur ce sujet dans le cadre du projet Carbon Think. Donc on a été financé par Carbon Think sur deux actions, notre participation à la rédaction de la méthode Grande Culture validée au label bas carbone, et derrière la réflexion qui s'en est suivie avec I4CE d'autres acteurs sur la manière dont les agro-industries pouvaient utiliser le label bas carbone et comment elles pouvaient communiquer sur les actions réalisées sur leur scope 3 avec des outils tels que le label bas carbone. Merci Edouard. Et donc Thomas Bonvenin, je suis chargé de recherche à l'Institut de l'économie pour le climat et donc co-auteur de cette note avec Claudine Fouchereau. Et voilà, ça fait un moment qu'on travaille sur le label bas carbone puisqu'on on a initié ce label avec le ministère et maintenant on vient juste en appui avec ce genre d'expertise. Et voilà, je pense que c'est tout. Très bien, merci beaucoup Thomas. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer un premier décryptage de cette note qui est assez dense, synthétique, ça nous paraissait intéressant de vous donner un avant-goût. L'idée, c'est pas de vous donner toutes les clés qui sont contenues dans ces notes, mais en tout cas de vous inciter à la lire si vous posez ce type de questions. Bien sûr, Thomas, Edouard et moi-même sommes disponibles à la suite de ce webinaire pour répondre à vos questions, éventuellement vous aider à monter des projets de ce type. Si on peut passer à la diapo suivante, Ludivine, s'il te plaît. Alors aujourd'hui, ce que nous avons prévu, c'est un rappel rapide du contexte et des enjeux autour du label bas carbone. Un point par Thomas sur la communication, sur l'engagement de l'entreprise avec présentation de quelques cas types, et puis une présentation par Edouard de l'outil Carbon Extract qui est proposé par AgroSolutions. Bien sûr, le parti contexte et enjeux autour du label bas carbone, vous le savez, en agriculture française, mais c'est vrai également pour les autres secteurs, il y a un enjeu d'abord de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec la stratégie nationale bas carbone qui a fixé pour l'agriculture un objectif de réduction de 46% à l'horizon, pardon, c'est pas 2015, c'est 2050. C'est un secteur dans lequel les objectifs sont plus faibles que les autres. Le transport, il me semble que c'est 98%. Mais c'est un secteur qui est quand même fortement contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, à l'empreinte carbone en France. Alors, au sein de ce bilan de gaz à effet de serre, si on regarde un peu à l'échelle d'une exploitation type, qu'est-ce qu'on retrouve? Beaucoup d'émissions de méthane, beaucoup d'émissions de protoxyde d'azote et en moindre mesure du dioxyde de carbone. Donc, il y a un enjeu fort autour de la réduction de la fertilisation pour les productions végétales et autour de la réduction du méthane pour les productions animales. L'autre enjeu important, c'est le stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse. Les sols et la biomasse dans les milieux agricoles sont des puits de carbone qui permettent de capter, stocker du carbone atmosphérique de façon durable et pérenne en fonction des pratiques qui sont réalisées sur les parcelles. Et donc, deux enjeux qui sont adressés aujourd'hui dans le cadre du label bas carbone, mais qu'on souhaite ici un peu distinguer. Bon, il y a une pression aujourd'hui de plus en plus forte pour les entreprises de s'inscrire dans une démarche carbone, c'est-à-dire une démarche de réduction des émissions et de stockage. Une pression à la fois politique avec la stratégie nationale bas carbone et puis des engagements qui vont être pris. On entend beaucoup parler du Farm to Fork avec potentiellement l'interdiction des fertilisants minéraux qui pourrait arriver, donc qui conduirait à un changement important de système du monde agricole. Et puis une pression très forte sociétale, on l'a vu avec la COP26, je vous ai mis quelques exemples ici de photos que vous avez certainement vu circuler.
je veux que tu avances. Comment on construit une stratégie carbone quand on est une entreprise? La première étape, c'est de réaliser son bilan carbone. On va faire une photographie. Vous connaissez les 3 scopes, hein, le scope 1, 2 qui sont les émissions directes le scope 3 qui concerne ce qui est fait en amont de vos activités, vos achats, tout ce qui rentre dans votre approvisionnement, et puis votre scope 3, tout ce qui est lié à la consommation, à l'aval de ce que vous pouvez être amené à faire. Et donc l'idée, c'est de, souvent dans les industries agroalimentaires, on a une part très importante de ces scopes amont et aval par rapport à ce qui est fait au sein de l'entreprise. Il y a souvent 60%, 70% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ce scope 3. Et donc, c'est important de l'envisager quand on réalise un bilan carbone, en particulier quand on est ce type d'industrie. La seconde étape, c'est la construction d'une stratégie bas carbone qui a pour objectif une ambition de réduction d'abord et qui peut avoir également un objectif de stockage avec le fait de se fixer des objectifs, des trajectoires pour l'atteindre, idéalement alignés avec les objectifs de Paris pour construire derrière un plan d'action. Donc, il y a plusieurs guides qui existent aujourd'hui pour identifier l'ambition et évaluer cette adéquation entre l'action que vous allez mener et puis la trajectoire qui s'est fixée. Donc, il y a le SBTi, Act, et puis le Net Zero Initiative de Carbone 4. Et donc, aujourd'hui, on entend beaucoup d'entreprises qui parlent de neutralité de carbone et de compensation. Ça nous paraissait important de faire un point là-dessus. Qu'est-ce que la compensation? La compensation, c'est acheter des crédits carbone pour compenser les émissions résiduelles, c'est-à-dire toutes celles qu'on n'aurait pas réussi à réduire. Sachant qu'encore une fois, l'important, l'enjeu, hein, il est d'abord de réduire avant de penser à compenser. Et il y a 2 variations qui se distinguent, qui sont l'offsetting, où on va acheter un nombre de crédits carbone équivalent aux 2 scopes réunis ou aux 3 scopes hors de sa chaîne de valeur. Par exemple, aller acheter des crédits carbone pour l'installation de panneaux photovoltaïques en Inde ou de la plantation d'arbres dans des pays en dehors de sa chaîne de valeur. Et puis, il y a l'insetting, c'est-à-dire financer des projets bas carbone qui sont certifiés sur sa chaîne de valeur ou à minima dans son secteur d'activité. Et ce point, je fais juste un petit parallèle et c'est ressort dans la doc. C'est difficile, enfin c'est même assez complexe de faire de l'insetting tout en étant sur un scope 3, parce que quand on va financer des projets bas carbone, on va automatiquement réduire son émission de gaz à effet de serre sur son scope 3. Donc cet aspect insetting est assez complexe et pas forcément compatible avec un scope 3. Alors, la notion de neutralité carbone, du coup, elle viserait à annuler par l'achat de crédit carbone les émissions d'une entreprise. Aujourd'hui, cette neutralité, elle est remise en cause, notamment par l'ADEME et l'ONU, d'un point de vue arithmétique, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir suffisamment de puits de carbone par rapport à l'ensemble des émissions, et du coup, ça voudrait dire que ceux qui payent peuvent en profiter, et puis les autres ne peuvent pas accéder à cette neutralité. Et ensuite, il y a cette notion de neutralité au sein d'une entreprise est également remise en cause parce qu'elle n'a que de sens qu'au niveau planétaire. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas forcément de compenser quand on est une entreprise, mais c'est plutôt de contribuer. C'est la notion qui est poussée dans la note qui a été proposée. Donc, la vision qui se développe aujourd'hui, c'est la notion de contribution. Ça permet d'éviter les incohérences liées à la neutralité carbone. Et l'idée, c'est d'afficher de façon claire et distincte le bilan carbone scope 1, 2 et 3 d'une part, donc les émissions de gaz à effet de serre, et puis les financements de projets bas carbone certifiés de l'autre, sans chercher forcément à les soustraire. Et donc, l'idée, c'est d'indiquer qu'une entreprise contribue alors à la trajectoire vers la neutralité carbone mondiale, et non pas qu'elle se fixe une neutralité carbone à elle seule. Et le label Grey Carbone s'inscrit dans des projets de contribution à l'effort climatique. Alors, je vais reprendre dans la diapo suivante un tableau que je trouve intéressant qui a été proposé par Carbone 4 dans la Net Zero Initiative et qui est également repris dans la note, qui reprend trois piliers. La réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de sa chaîne de valeur, donc les émissions directes et indirectes sur le scope 3, ce qui est l'enjeu principal, comme je vous l'évoquais. La réduction des émissions des autres, qui est le pilier B, avec les émissions évitées par les produits et services, c'est-à-dire que si vous proposez des produits ou des services qui permettent chez vos clients de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, vous contribuez à ce pilier. Et puis les émissions évitées par financement de projets de réduction hors de votre chaîne de valeur. Et enfin, donc
Le dernier point, c'est l'augmentation des puits de carbone, donc le stockage de carbone dans les sols et la biomasse, par exemple, avec des absorptions directes chez vous, des absorptions indirectes dans votre chaîne de valeur, par exemple chez les agriculteurs chez qui vous approvisionnez, ou hors de votre chaîne de valeur. Et donc, le label bas carbone vient intervenir sur à la fois la réduction des émissions et également sur la partie stockage de carbone. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît, Ludivine, les diapos? Parfait. Et donc, cette notion-là, elle est assez importante. On est à la fois sur un volet réduction et sur un volet stockage de carbone, et pas uniquement stockage comme on pourrait l'envisager. Alors, le label bas carbone, c'est quoi? C'est un cadre de suivi, de notification, de vérification des projets volontaires de réduction des émissions sur le territoire français porté par la Direction générale de l'énergie et du climat. Ça vise à labelliser des projets agricoles ou forestiers de réduction des émissions ou de séquestration. Ça va certifier une dynamique de changement sur plusieurs années. Ça va permettre de comptabiliser et certifier sur la base de méthodes à définir, je vais en reparler, sur des projets d'une durée de 5 ans. Et ça permet également de rémunérer les porteurs de projets via des crédits carbone qui pourraient être générés pour leur contribution à la transition bas carbone de l'agriculture ou du secteur forestier. Comment ça fonctionne? On a un porteur de projet qui peut être une personne ou une structure qui souhaite impliquer un groupe d'agriculteurs ou forestiers dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, il arrive à réunir un ou plusieurs agriculteurs. Il peut chercher des financements qui peuvent venir d'entreprises, de collectivités, d'associations ou toute personne qui souhaite soutenir ce type de projet. Et les réductions d'émissions et le stockage de carbone éventuellement généré ne peuvent pas par contre servir pour une obligation réglementaire, mais peuvent contribuer, peuvent permettre à ces entreprises, à ces structures d'indiquer, de communiquer sur le fait qu'ils contribuent à l'effort climatique en subventionnant ce type de projet. Pour mettre en place ce type de projet, il faut des méthodes. Et ces méthodes, elles visent à évaluer les bénéfices pour le climat d'actions qui peuvent être réalisées, comme le boisement d'une parcelle ou l'amélioration des pratiques d'élevage. Et donc, ça précise un peu les exigences qui sont applicables aux différents projets. Donc, il y a des méthodes qui sont aujourd'hui en cours de rédaction, d'autres qui sont validées. Il y a une méthode grande culture qui a été en partie réalisée par AgroSolutions, Arvalis, Terra Innovia, ITB et la RTB. Il y a d'autres méthodes qui sont en cours sur les légumineuses, l'arboriculture, la viticulture, les plantes à parfum et la méthanisation. Les points d'attention sur le label bas carbone, et puis ensuite je vais laisser la main à Thomas, c'est que le revenu apporté aux agriculteurs engagés dans un projet, il est ponctuel, limité dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas une manne financière pérenne. C'est une solution qui est française et territoriale de contribution et qui permet une communication sur des engagements valorisant des projets qui sont intégrés à l'économie du territoire. Par contre, ce que ça ne permet pas de dire qu'une exploitation est bas carbone. Ça permet de dire qu'elle a réduit ses émissions de X tonnes d'équivalent CO2 ou absorbé X tonnes de carbone par an. Mais ça ne permet pas de dire bon, je m'approvisionne en exploitation bas carbone. Et ça ne permet pas également de dire qu'un produit est issu d'une exploitation engagée dans un label bas carbone. Un produit qui est issu d'une exploitation engagée dans un projet de label bas carbone est bas carbone. On ne peut pas parler avec le label bas carbone de produit bas carbone. Alors maintenant, Thomas va rentrer plus dans le détail de la note et puis je vous retrouve à la fin pour les questions. Merci Gilda pour tous ces rappels. Donc on ne revient pas sur les partenaires de l'étude qu'Edouard a mentionné au début de ce webinaire. Ça, c'est les acronymes, c'est plutôt pour vous. Enfin, là, je vais les dire à voix, donc il n'y aura pas de souci, mais c'est plutôt pour vous quand vous reprendrez les slides si vous avez envie ou bien la note. Voilà, c'est les acronymes qui sont un peu utilisés tout au long de la note. Je pense qu'on peut passer directement à la suite. Donc, je vais d'abord vous parler un petit peu du contexte de l'étude, avoir une vue d'ensemble avant de plonger dans le vif du sujet. Et puis après, on va articuler cette partie autour de deux choses. On va avoir d'un côté les problématiques de double compte, et puis ensuite, on va regarder les 4 types de financement. Alors, l'idée ne serait peut-être pas de les balayer tous en détail, sinon ça ferait un webinaire très très long, mais au moins de vous donner un peu les grandes lignes et de vous donner envie d'aller lire la note en détail. Du coup, l'idée d'abord, c'est de comprendre pourquoi on a fait cette étude. C'est parce que c'est vraiment d'une demande des financeurs de projets. Et il y a eu beaucoup de discussions bilatérales qui nous ont montré qu'il y avait vraiment un besoin de répondre à ces questions assez pragmatiques. Alors là, vous avez quelques exemples. Voilà. Donc, vous avez les questions de
si on a plusieurs financeurs, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, quelle part des crédits me revient, est-ce que je dois faire une différence entre la réduction des émissions sur mon scope 3 et de la compensation ou bien même de la contribution. Il y a la question aussi par exemple des primes filières et des subventions publiques. Voilà, on a tout un tas de questions qui sont revenues et qui finalement pouvaient se regrouper sous les différents cas types qu'on va vous présenter après. Et donc, l'idée de cette étude, je veux bien la slide suivante s'il vous plaît, c'est que ces questions proviennent en gros de deux points principaux. Il y a d'une part le fait qu'un projet LBC peut être financé d'un nombre très grand de différentes façons. Donc là, vous avez un exemple en particulier, c'est un schéma que vous retrouvez dans la note, mais qui vise juste à illustrer un peu tous les acteurs du financement et puis les différents moyens qu'ils ont à leur disposition pour financer les différentes parties d'un projet LBC. Et donc, du fait de cette multiplicité, il peut y avoir des compréhensions, il y a des petites subtilités dans certains cas particuliers. Et donc, ce n'est pas évident d'avoir tout ça en tête et de bien comprendre à chaque fois comment on peut valoriser le financement qu'on a fait. Le deuxième point, c'est qu'il y a des questions qui là relèvent plus des marchés carbone volontaires et de leur structure et de leur conceptualisation, et qui sont du coup pas valables qu'en France, mais qui sont vraiment valables partout à l'international. Et c'est des questions que vous avez souvent entendues de double compte. Alors, il y a plein de cas de double compte assez différents. Là, on va vous en parler de deux qui sont vraiment pertinents pour les questions des IA, mais ça crée pas mal de confusion. Du coup, nous, avec cette étude, ce qu'on a cherché, c'est, et là, c'est le premier point, je pense surtout qui va vous intéresser, c'est d'apporter des réponses claires à ces questions pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce qui se passe quand on finance des projets LBC et de fluidifier un petit peu tout ça. Et d'une autre façon aussi, permettre de développer un peu la conceptualisation du LBC et d'avoir des recommandations de manière plus générale qui sont précises. Voilà, et en gros, ce que je vais vous raconter, si on le résume en 3 phrases un peu courtes, ça va être d'être coopératif, pragmatique, et puis le pendant de tout ça, c'est d'être transparent. Et vous allez comprendre dans la suite pourquoi je vous dis ça, mais c'est ça qu'on peut garder en tête. Sur les questions de double compte, donc je vous ai dit, on va discuter de 2 doubles comptes, le double compte entre les États et les entreprises, d'une part, et puis d'autre part, entre le scope 3 d'une entreprise et les crédits carbone qu'elle peut acheter. Alors, pour un rappel, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec les problématiques de double compte, mais en gros, on parle de double compte quand une réduction d'émissions, qui est donc valorisée par un crédit carbone, est utilisée 2 fois, en fait. Pour des objectifs différents, on utilise 2 fois une même réduction d'émissions, ou même plus que 2 fois. Et donc ça porte atteinte à l'intégrité environnementale, si vous voulez, de ce crédit. Il n'a plus la même valeur s'il est utilisé indéfiniment. Et donc, c'est problématique. Sur le double compte État-entreprise, je pense que juste ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en France, ce n'est pas un problème parce que le LBC, le label bas carbone, donc, a été construit après les accords de Paris et donc vraiment dans l'idée de participer à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc, dans le reste du monde, il y a pas mal de questions encore sur les anciens marchés carbone volontaires, sur est-ce qu'à la fois une entreprise qui finance un projet et l'État dans lequel elle est-ce qu'ils peuvent tous les deux comptabiliser les réductions d'émissions? Et il y en a qui disent que ça peut poser des problèmes. C'est une position qui fait de moins en moins consensus pour tout un tas de raisons, et notamment pour les accords de Paris. Je ne rentre pas en détail dans toutes ces questions, mais voilà, je pense que vous pouvez retenir qu'en France, ce n'est pas un souci et le ministère a construit justement le label pour participer à l'atteinte des objectifs nationaux. Et puis là, vraiment, le cas de double compte qui nous intéresse un peu plus, et vous allez voir qu'on y revient dans le premier cas type, c'est que, donc selon Gold Standard, qui est un des standards internationaux qui fait de la certification carbone pour les marchés volontaires, on ne peut pas à la fois réduire son scope 3 et générer un crédit carbone à partir d'une même réduction d'émissions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes une entreprise agroalimentaire et que vous financez un projet sur votre chaîne de valeur, et si vous réduisez votre scope 3, vous n'avez pas le droit de générer des crédits carbone à partir de ces réductions d'émissions. Et là encore, c'est une recommandation qui fait pas consensus. Il y a beaucoup de débats au niveau international là-dessus. Et donc, nous, on a cherché à proposer des règles claires sur ce cas de double compte. Je viens de la slide suivante, s'il vous plaît.
Parce que le problème de ce cas de double compte, c'est qu'il va désinciter largement la coopération entre les acteurs, puisque chacun va vouloir s'attribuer la propriété des réductions d'émissions. Et par ailleurs, en fait, c'est invérifiable en pratique d'aller regarder qui a réduit son scope 3, mais en faisant le lien avec quelle réduction d'émissions, etc. Enfin, personne ne va aller regarder dans les comptes de façon aussi précise des entreprises. Les scope 3, ce n'est pas forcément des choses qui sont tout à fait calculées de manière exacte. Donc, en fait, c'est une recommandation qui en pratique est invérifiable. Et vous allez voir qu'on y vient dans le premier cas type de financement. Nous, ce qu'on propose, c'est d'autoriser en fait l'émission de crédit carbone, même s'il y a une réduction du scope 3. Le seul cas où ce n'est pas possible, ou en tout cas ça ne permet pas de faire de la compensation, c'est le cas où l'entreprise a des crédits carbone sur sa chaîne de valeur, qui sont émis à partir de réduction d'émissions sur leur chaîne de valeur, puisque là, on aurait un cas de double compte, au sens où une même réduction d'émissions pour la même entreprise sert à la fois à réduire le scope 3 et à compenser les émissions résiduelles. Donc ça, c'est problématique et c'est un cas qu'il faut éviter. Mais pour le reste, il nous semble tout à fait possible d'avoir des crédits carbone ou bien de les utiliser pour de la contribution, parce que là, il n'y a pas des enjeux de neutralité, donc ça ne pose pas les mêmes problèmes, ou bien pour les revendre, par exemple, à une autre entreprise ou collectivité ou que sais-je qui serait intéressée. Voilà, ça c'est pour vous montrer qu'en pratique c'est assez invérifiable. Si vous avez des exploitations agricoles à gauche qui réduisent leurs émissions, et ben en fait les scope 3 que vous voyez à droite du moulin, du fabricant de brioche et du distributeur, dans la façon dont est conceptualisé le scope 3, tous ces scope 3 doivent réduire. Donc une même réduction d'émissions sert à réduire différents scope 3. Et ça, ce n'est pas un problème, c'est la nature même du scope 3 et on est tout à fait OK avec ça. Et c'est pour ça que ça nous semble un petit peu problématique, les recommandations des standards internationaux. Voilà, on va essayer de discuter un petit peu maintenant des cas types de financement. C'est vraiment le premier qui va être le plus important. Donc là, on vous rappelle un peu, là vous retrouvez les petites briques qui étaient dans le premier schéma sur les différents modes, les différentes structurations possibles de financement. Donc en gros, à chaque fois, vous allez avoir une exploitation qui a un projet label bas carbone, et puis l'État qui peut apporter des subventions, une IA qui va faire un projet sur cette exploitation, peut-être une deuxième IA qui va soit juste s'approvisionner auprès de cette exploitation, soit aussi participer au financement, et puis des entreprises tierces, ça peut être des compagnies aériennes ou ce genre de choses qui n'appartiennent pas au secteur agricole. Le premier cas type de financement qu'on va regarder, c'est, on va essayer de faire ça par de complexité un petit peu, c'est juste une IA qui finance toute seule l'entièreté d'un projet LBC. Et ça va nous permettre de poser un petit peu les bases. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe si l'IA est porteuse de projet et qu'elle veut revendre les crédits. Qu'est-ce qui se passe si elle participe au financement, mais pas par des crédits carbone? Donc, ça peut être de l'achat direct de matériel, du financement, par exemple des diagnostics initiaux, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe s'il y a déjà une prime filière liée au carbone sur cette exploitation? Et puis le cas des subventions publiques aussi avec le projet. Donc, pour essayer de visualiser un petit peu tout ce qu'on peut, enfin, la façon dont on peut valoriser le financement de projets bas carbone, on a construit un tableau ce qu'on appelait un tableau de bord des financeurs. Bon, c'est juste un moyen de visualiser de façon un peu concrète ce qu'ils peuvent revendiquer. Et on y a mis 4 indicateurs. Donc, et là, je vais juste insister là-dessus 2 secondes sur la différence entre le scope 3 et puis les autres indicateurs. Donc, on va avoir scope 3, contribution CO2, compensation CO2 et contribution en euros. Et scope 3 est vraiment différent au sens où c'est, pour rappel, hein, le scope 3 constitue en fait une photographie sur une année des émissions de l'entreprise. Et donc ça peut évoluer de façon complètement indépendante d'une entreprise. Si vous êtes une IA et que l'exploitation agricole réduit d'elle-même ses émissions, votre scope 3 va réduire, mais vous n'y êtes pour rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié à des flux physiques de gaz à effet de serre. Et puis, à la différence, contribution CO2 et compensation CO2 et contribution en euros, ça, c'est quelque chose qui est calculé à partir des réductions d'émissions et dans le cadre de la certification, dans le cadre des méthodologies du label. Ça, c'est construit à partir de scénarios de référence, etc.
c'est quelque chose qui est plus conceptuel et les crédits sont en fait plutôt des droits à valoriser. Donc, ces indicateurs sont de nature assez différente et c'est très important de l'avoir en tête. Je suis dans la slide suivante. Voilà, donc en gros, les tableaux, ils ressemblent à ce genre de choses. À gauche, vous avez des émissions d'exploitation avec en rouge la partie qui va être réduite par le projet. Et puis, là, dans l'exemple qu'on a pris, le scope 3 est réduit. La réduction des émissions sur l'exploitation produit une réduction du scope 3. Et puis, on n'a pas de compensation, mais on a de la contribution en tonnes de CO2 équivalent et en euros. Voilà. C'est juste pour une idée de à quoi ça ressemble. Et puis après, on va regarder ce premier cas. Donc, l'IA finance entièrement un projet LBC. Alors là, on va avoir 3 cas de figure. Le premier, c'est si les réductions d'émissions sont complètement hors de la chaîne de valeur de l'IA. Ça n'a rien à voir avec les exploitations auprès de laquelle ça s'approvisionne. Ça, c'est un projet en fait de compensation classique. C'est comme si c'était une compagnie aérienne qui finançait le projet. Bon, finalement, elle pourra faire de la compensation, de la contribution avec ses émissions. Et ça, c'est un cas qui, normalement, vous est assez familier. Le deuxième cas, c'est si les réductions d'émissions sont totalement sur la chaîne de valeur de l'IA. Ce qui est assez rare dans les cas pratiques, hein, mais qui est aussi un cas à avoir en tête. Là, les réductions d'émissions peuvent être utilisées pour réduire le scope 3. Mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas l'utiliser pour compenser le bilan résiduel de l'IA. Sinon, c'est du double compte. On utilise 2 fois la réduction d'émissions pour un même objectif. Donc, les crédits carbone, ils peuvent être soit vendus si l'IA est porteur de projet, donc c'est elle qui a reçu les crédits. Et sinon, si elle veut acheter les crédits à l'exploitation, ils pourront lui servir, mais pas pour sa compensation, uniquement pour sa contribution. Ce que ça va apporter par rapport au cas où le scope 3 est réduit sans que l'IA soit à l'origine des réductions d'émissions, c'est que là, l'IA peut revendiquer, peut dire on a réduit le scope 3 et on a réduit les émissions de l'exploitation, et ça, c'est de notre fait. Alors que dans l'autre cas, ce n'était pas possible. Et puis, le cas qui va être plus courant, en réalité, c'est le cas où le projet est partiellement sur la chaîne de valeur. L'IA achète une partie de la production de l'exploitation, mais pas tout. Ça, c'est un peu plus compliqué et ça pose quelques questions supplémentaires. Parce que pour faire ça, on a besoin de 2 choses. De savoir quelle quantité de réduction d'émissions est sur la chaîne de valeur. Et ça, les problématiques de traçabilité, parfois, sont relativement simples, parfois pas du tout. Et ce n'est vraiment pas une condition à prendre à la légère. Et si on est capable de faire ça, il faut que les méthodologies du label nous permettent d'allouer les réductions d'émissions en fonction des différents projets, en fonction des différentes productions, pardon. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas prévu par le label bas carbone. Je suis bien de la slide suivante, s'il vous plaît. On n'a pas de méthode pour allouer les réductions d'émissions en fonction des productions parce que les méthodologies ne sont pas construites comme ça. L'évaluation est faite au niveau global de l'exploitation parce que c'est la cohérence agronomique de l'exploitation qui prime. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, dans le cas d'un projet qui est partiellement sur la chaîne de valeur de l'IA, nous, on dit que pour gérer la question de l'utilisation des crédits carbone, qu'est-ce qu'on peut en faire? Nous, on recommande de faire comme si, comme on ne sait pas déterminer si c'est sur la chaîne de valeur précisément ou pas y allouer, on fait comme si tout était sur la chaîne de valeur. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les crédits, ils peuvent être vendus s'il y a des porteurs de projet, ou ils peuvent être achetés si c'était l'agriculteur qui était porteur de projet, mais ils ne pourront pas être utilisés pour la compensation de l'IA. Pour la contribution, ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de problème, ça je vous l'ai dit. Mais pour la compensation, ça ne fonctionnera pas, sinon ce sera un cas de double compte. Du coup, ce que ça donne en termes de valorisation, c'est que la compensation n'est pas possible et que la réduction du scope 3 est alors parfois possible. Il y a des méthodologies dans lesquelles ça sera possible. L'idée n'est pas de rentrer en détail ici, mais la réduction du scope 3 en fait porte plutôt sur vos méthodologies de calcul de vos scope 3 et ce n'est pas tellement le LBC qui est tributaire de ça. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, la valorisation réside dans la contribution. Et nous, ce qu'on recommande, c'est que cette contribution soit évoquée à la fois en termes de carbone, donc de tonnes de CO2 équivalent, mais aussi en termes d'euros, parce que
acheter des crédits à 5 € à l'international ou acheter des crédits à 20, 30, 40, 50 € en France, ce n'est pas la même chose. Et donc, exprimer aussi de quel montant financier on a contribué, c'est important et c'est des indicateurs qui sont complémentaires. Voilà ce que ça donne un petit peu. Donc là, c'est sur les tableaux de bord. Là, c'est un projet qui est en dehors de la chaîne de valeur. Donc, vous voyez qu'on peut faire de la compensation, de la contribution, mais qu'il n'y a pas de réduction de scope 3. Jusque-là, tout va bien. Sur le tableau suivant, là, on est à 100% sur la chaîne de valeur. Donc, toutes les réductions d'émissions de l'exploitation à gauche permettent de réduire le scope 3. Et par contre, on ne peut pas faire de compensation, comme je vous l'ai dit, sinon ce serait du double compte. Donc, la valorisation est possible dans la contribution, à la fois en tonnes de CO2 équivalent et en euros. Et puis là, on est sur un projet qui est en partie sur la chaîne de valeur, avec là des problèmes de traçabilité, où on n'est pas capable de dire vraiment ce qui est sur la chaîne de valeur ou pas, mais même si on sait qu'il y en a un bout. Donc là, on ne réduit pas le scope 3, puisque comme on n'est pas capable de tracer, en fait, on n'est pas capable de prouver que les réductions d'émissions ont eu lieu sur notre chaîne de valeur. En revanche, on peut faire de la contribution. Ça ne pose pas de problème. Et puis là, c'est un cas un petit peu idéal et parfait, où on a toutes les informations disponibles, la chaîne de valeur est traçable, et puis on a pu allouer les réductions d'émissions aux productions de l'exploitation. Et donc là, vous voyez que la partie des réductions d'émissions qui est sur la chaîne de valeur permet de réduire le scope 3, mais pas de faire de la compensation du coup, à l'inverse de celle qui n'est pas sur la chaîne de valeur, qui, elle, permet de faire de la compensation. Et puis, au final, tout le monde peut valoriser sa contribution. Ça reste pas un souci. Voilà pour ce premier cas. Alors, bon, il est déjà 9h30, donc je pense qu'on va pas rentrer en détail dans tous les cas, mais vous pouvez avoir plein de variations. Donc, par exemple, si on dit qu'il y a 2 IA qui cofinancent un projet, alors ça peut sembler plus compliqué, mais en fait, c'est un cas qui est assez similaire. Le montant de la contribution, finalement, il est assez simple. C'est au prorata du financement. Alors, vous pouvez déterminer autre chose dans le contrat, dans le contrat du projet, si vous avez envie, mais grosso modo, c'est ce qui va se passer dans la majeure partie des cas. Ça va être au prorata du financement. Et puis ensuite, charge à chacun de voir s'il est capable de prouver que les réductions d'émissions sont sur sa chaîne de valeur. Mais globalement, c'est vraiment à peu près la même chose. Il faut juste veiller à œuvrer avec les mêmes méthodologies, et notamment pour l'allocation des réductions d'émissions aux productions s'il y en a. Le cas général qui est pris dans la note, c'est celui où c'est l'agriculteur qui est porteur de projet et qui ensuite vend les crédits carbone. On peut imaginer un cas où c'est l'IA qui est porteur de projet, c'est possible aussi, et puis elle peut avoir envie de vendre les crédits par la suite. Donc là, c'était juste un cas qu'on voulait vous montrer. En fait, ce qui reste dans la contribution de l'IA, c'est la part évidemment qu'elle n'a pas revendue, puisqu'il n'y a plus que cette partie-là qu'elle a financée elle-même. C'est juste ça qui est important, mais vous voyez que ce n'est pas un cas tellement plus compliqué. Si ce n'est que tout ce que j'ai dit pour le premier cas type est valable. Les problématiques de traçabilité de chaîne de valeur et d'allocation des réductions d'émissions, c'est quelque chose qui est valable dans tous les cas. Simplement, là, on regarde un petit peu plus en détail des différences. Et donc là, vous avez le pendant du côté de celui qui achète les crédits. Celui qui achète les crédits, lui, il n'a pas de réduction de scope 3 parce qu'il n'est pas… Là, on a pris une entreprise qui n'est pas dans le secteur agricole. Et du coup, elle fait de la compensation et de la contribution comme elle l'entend sur la partie des crédits qu'elle a achetés. Là, c'est un cas de compensation offsetting finalement assez classique. Un autre cas qu'on voulait mentionner, n'hésitez pas à m'interrompre, Gilda et Edouard, si vous voyez que le temps file. Je pense que d'ici 5 minutes, on pourra passer à autre chose. Il y a un cas qui était important, c'était celui où l'IA veut financer, mais pas forcément par le canal du crédit carbone. Donc, ça peut être du financement direct de machines, ça peut être du financement de diagnostic, ça peut être ce genre de choses. Alors là, ce qui est un peu plus délicat, c'est que la contribution en tonnes de CO2 équivalente ne va pas être possible parce qu'elle est liée au crédit carbone. Et là, dans le cas qu'on dit là,
l'IA ne récupère pas de crédit carbone. Néanmoins, nous, ce qu'on suggère, c'est que, bon, d'une part, si elle est capable de prouver que les réductions d'émissions sur sa chaîne de valeur, le scope 3 sera bien réduit, ce qui est déjà une valorisation très importante. Mais par ailleurs, on recommande que l'IA puisse inscrire dans sa contribution en euros sa participation au projet. Même si elle n'a pas acheté de crédit carbone, elle a permis la réalisation, elle a participé à la réalisation du projet et ça doit être valorisé. Et donc, les autres entreprises qui sont participent au financement du projet devraient aussi mentionner le fait que l'IA a participé, même si elle n'a pas forcément acheté de crédit carbone. Dans le cas des primes filières, en fait, vous avez un petit peu, bon, ça, pour l'instant, c'est un cas qui ne se présente pas encore, enfin, qui est très rare ou qui est un peu balbutiant. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu le démarrage des primes filières bas carbone. Mais il y a en gros 2 configurations possibles. Soit les primes filières et le projet bas carbone peuvent être sur l'exploitation en même temps. C'est-à-dire que, en fait, comme les primes ne couvrent pas tout le coût de la transition et de bas carbone et des pratiques bas carbone qui doivent être mises en place sur l'exploitation, l'additionnalité du projet LBC reste valable. Et donc là, on peut complètement avoir à la fois des primes filières et des revenus liés au label bas carbone. Et puis, par ailleurs, sinon, on peut aussi avoir le schéma où les financements du label bas carbone permettent la transition de l'exploitation, donc dans cette démarche de progrès. Et puis par la suite, le maintien des pratiques est assuré par une prime filière. Voilà, ça c'est un sujet qui est pour l'instant un peu plus nouveau et qui enfin, je pense, sera de plus en plus présent, mais qui pour l'instant n'est pas forcément systématique. Voilà, et donc ce qu'on recommandera nous dans ce cas-là, c'est encore une fois de montrer la contribution financière de l'IA au projet. Voilà. Et puis le dernier cas, on aura à peu près tenu les délais, c'est le cas de financement de l'État ou d'une collectivité territoriale, enfin voilà, d'une subvention publique. Là, pour l'IA, la réduction du scope 3, encore une fois, si elle est démontrée, est possible. La contribution en euros est possible et en tonnes de CO2 équivalent. Et là, en fait, l'intérêt pour l'IA, c'est que de son point de vue, pour l'agriculteur, ça ne change rien, il recevra toujours la même somme d'argent, mais de son point de vue, le prix du crédit est réduit, puisque pour un même nombre de crédits, comme il y a une subvention, il y a moins de financement à apporter. Et donc, pour que ce soit quand même juste, et c'est-à-dire que l'IA ne s'attribue pas forcément tout le mérite alors qu'elle n'a pas tout financé, ça nous semble important que l'entreprise précise que le projet a été cofinancé par de l'argent public. Parce que ce qui est sous-entendu derrière, c'est que les collectivités territoriales, l'État, hein, ils revendiquent quasiment jamais, alors ça peut arriver, mais ils revendiquent quasiment jamais les crédits, et donc l'ensemble des crédits en fait va échoir à l'IA. Mais donc il faudra simplement préciser que le projet a été cofinancé par de l'argent public. Voilà un petit peu pour tous ces 4 types de financement. Encore une fois, l'idée, c'est de vous présenter un peu un tableau général et on est obligé de balayer tout ça assez vite, mais on a les questions qui sont possibles. Et puis, je pense que je vais laisser la parole à Edouard et si vous voulez revenir en détail sur les slides, vous pourrez le faire. Mais voilà, pragmatisme sur les cas de double compte. L'important, c'est de veiller à être coopératif et de financer des projets de qualité. Et puis être transparent sur ce qu'on fait dans tous les cas, ce qu'on finance en tonnes de CO2 équivalent en euros, dire s'il y a eu des participations publiques ou autres. Voilà, c'est vraiment ça le plus important. Merci Thomas. Il y a une question dans le chat. Je te propose d'en prendre connaissance pendant que j'interviens. On pourra éventuellement y répondre à la fin lors de la session questions-réponses. Merci pour ta présentation. Donc, je vais vous présenter l'outil Carbon Extract qui a été développé par AgroSolutions. Peut-être un court rappel avant de pourquoi on a créé cet outil.
AgroSolutions, donc on est le cabinet d'expertise conseil en agronomie et environnement de l'Union de coopératives agricoles InVivo, et on accompagne depuis 40 ans les coopératives agricoles françaises dans l'évaluation de la performance agronomique et depuis une vingtaine d'années dans la transition agro-environnementale. On est donc habitué depuis, je ne vais pas dire des décennies, mais depuis 5, 10, 15 ans à travailler les mains dans le cambouis de la donnée agricole, de la data agricole. Il faut savoir que chez InVivo, il y a une filiale sœur d'AgroSolutions qui s'appelle SMAG et qui est le premier fournisseur d'outils de traçabilité digitale qui sont utilisés donc, par les agriculteurs pour renseigner toutes leurs données, toutes leurs pratiques. Et donc, AgroSolutions, historiquement, on travaille ces données agricoles, que les agriculteurs soient outillés avec des outils de traçabilité SMAG ou avec d'autres outils de traçabilité, quels qu'ils soient, mais donc pour travailler ces données, les traiter et en sortir des indicateurs de performance environnementale afin de piloter la transition environnementale de l'agriculture française. On fait ça au service de coopératives agricoles, de collectivités territoriales, d'entreprises industrielles qui ont des enjeux sur leur territoire, par exemple sur la protection de l'eau, et de plus en plus, bien évidemment, pour des agro-industries. Donc voilà un peu pour dresser le panorama global dans lequel on intervient. On accompagne toutes les transitions environnementales de l'agriculture, qu'on qualifie aujourd'hui de transition vers une agriculture de régénération, et que nous précisons comme agriculture de régénération et bas carbone, parce que toutes les agricultures de régénération ne sont pas forcément bas carbone. Le bas carbone, on s'y attaquait depuis 2012. On a créé la première méthode qui a été validée par les Nations Unies à l'époque du protocole de Kyoto, d'où notre présence depuis 2018 dans la rédaction des méthodes bas carbone dans le cadre du label bas carbone, donc l'initiative du gouvernement français. Nous avons donc co-rédigé avec d'autres acteurs la méthode grande culture du label bas carbone, qui a été validée, comme vous le savez, à l'été dernier par le gouvernement français. Cette méthode, pour ceux d'entre vous qui ont pu en prendre connaissance, c'est plusieurs dizaines de pages qui sont principalement des recommandations et des équations. Pour le dire autrement, sans outil digital, ça n'est pas déployable tel quel sur une exploitation agricole. Et l'outil digital a vocation est indispensable pour pouvoir travailler efficacement, appliquer ces méthodes sur les exploitations agricoles. Donc, il y a un besoin d'outils digital pour faire tourner les méthodes du label bas carbone en agriculture, mais il y a des besoins qui vont au-delà de l'utilisation du label bas carbone. Il y a un besoin global de faire un diagnostic initial, un bilan carbone complet d'exploitation agricole. Donc, c'est ce qu'on a fait à travers l'outil Carbon Extract que nous avons créé. L'outil Carbon Extract, c'est un outil informatique qui permet de réaliser, c'est le premier outil digital qui permet de réaliser un bilan carbone complet d'exploitation agricole. Ce qu'on entend par bilan carbone complet, c'est toute la partie émissions de gaz à effet de serre sur toute l'exploitation, tout gaz à effet de serre confondu, donc le méthane, le protoxyde d'azote et le CO2, et qui permet également d'avoir un diagnostic de la dynamique de stockage ou de déstockage de carbone dans les sols, dans les différents types de sols et dans la biomasse aérienne pérenne. Cet outil Carbon Extract qui permet donc de réaliser un diagnostic initial complet, qui permet d'avoir une photographie d'exploitation à T0, combien j'émets, combien je stocke de carbone. Et à partir de là, l'exploitant agricole peut réaliser des simulations de transition. Donc, il y a tout un tas de changements de pratiques qu'il est possible d'adopter sur une exploitation agricole. Souvent, l'exploitant agricole il a besoin de pédagogie pour savoir dans quelle transition se lancer. On a souvent des transitions qui sont contre-intuitives, c'est-à-dire qu'on se dit que telle pratique va avoir un effet bénéfique sur telle réduction de gaz à effet de serre. Parfois, on a des surprises, c'est le cas, ça peut ne pas être le cas, mais il faut toujours regarder, quand on regarde l'impact d'un changement de pratique sur un gaz à effet de serre, comment ça va impacter les autres, puis comment ça va impacter aussi la dynamique de stockage ou de déstockage de carbone dans les sols. À l'inverse, pareil, quand on veut stocker du carbone dans le sol, il faut regarder comment je vais faire évoluer mes émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'outil Carbon Extract permet de réaliser ces simulations, ce qui permet à l'agriculteur de concevoir sa transition, ou alors lorsqu'il est engagé dans une transition, de voir quel va être l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone, et puis de se lancer.
L'outil Carbon Extract, une fois qu'on l'a utilisé pour réaliser un diagnostic et des simulations, il peut être utilisé en suivi de projet. Donc, l'agriculteur va le conserver ouvert. Et puis, l'information que va donner l'outil, c'est ce qu'on appelle la baseline, à savoir la trajectoire initiale d'émissions de gaz à effet de serre par l'agriculteur et de stockage de carbone. La trajectoire projet, donc l'agriculteur se projette dans une transition, voilà son objectif. Et puis la trajectoire réelle. Carbon Extract va enregistrer les pratiques en temps réel de l'agriculteur et donner l'information de où il se situe par rapport à son projet. Est-ce qu'il est en dessous? Est-ce qu'il est au-dessus? L'agriculteur peut utiliser l'outil pour, en cours de projet, si ça se passe bien, eh bien simuler une transition qui va beaucoup plus loin, puis voir quel sera le gain de performance. Ou à l'inverse, s'il se rend compte qu'il a des soucis technico-économiques, des problèmes climatiques qui font qu'il ne fait pas autant qu'il avait prévu de faire, eh bien, à quel point il est en dessous de sa projection. Tous les calculs de réduction d'émissions et de stockage de carbone sont compatibles et labellisés avec le label bas carbone. Donc, ça permet de produire des crédits carbone qui sont certifiés et donc de rémunérer éventuellement le projet via la vente de ces crédits carbone ou de fournir les informations nécessaires aux acteurs qui souhaitent évaluer la réduction sur leur scope 3 ou leurs actions de compensation. Le périmètre de Carbon Extract, c'est la méthode grande culture et la méthode E du label bas carbone. Vous le savez sans doute, mais le label bas carbone fonctionne par approche sectorielle. C'est comme le label Verra VCS ou les labels Gold Standard pour ceux qui les connaissent. C'est des approches sectorielles. La particularité du label bas carbone est que les méthodes sont interopérables. Donc, quand on a une méthode grande culture et une méthode E, on peut les interopérer. On peut également interopérer la méthode élevage du label bas carbone, quand on a sur une exploitation agricole des ateliers production végétale et production animale. Alors, à date, nous faisons tourner les méthodes grande culture et les méthodes E, mais nous allons intégrer dans Carbon Extract toutes les méthodes du label bas carbone, la prochaine étant celle de l'élevage, également la méthode vigne qu'on est en train de rédiger, les méthodes maraîchage, enfin toutes celles qui vont venir, afin d'avoir un outil qui permette de faire un 360 degrés sur les exploitations agricoles pour tout ce qui est accompagnement à la transition bas carbone. C'est un outil qui est compatible avec Bon Diagnostic Carbone, donc c'est l'appel à projet développé par l'ADEME. On a développé en partenariat avec l'ADEME pour que ce soit conforme aux attentes des pouvoirs publics. C'est un outil qui est agnostique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, faire un bilan carbone complet sur une exploitation, ça nécessite de collecter pas mal de données. Donc, nous, on se greffe automatiquement aux outils de traçabilité utilisés par les exploitants agricoles. Et lorsque l'exploitant a mal renseigné ses outils ou que l'outil ne fonctionne pas bien, il y a un module de saisie rapide, de ressaisie de l'information. Voilà, donc ce qui permet de fonctionner même sans outil de traçabilité. Je vois une question sur une vidéo de démonstration de Carbon Extract. Alors, tout à fait, il faudra que vous m'envoyiez un mail à moi ou à ma collègue Morgane Enaf. Je vais vous donner son mail dans le chat pour assister à des webinaires de présentation de l'outil. Slide suivante, s'il te plaît, Ludivine. Voilà, Carbon Extract, bon, c'est le premier outil digital qui est complet sur le sujet. Ce n'est pas un outil développé par une start-up isolée. Comme vous l'avez compris, derrière, il y a AgroSolutions, c'est 45 consultants qui sont des ingénieurs agronomes, qui sont des experts de l'accompagnement à la transition environnementale. C'est-à-dire que derrière, il y a du service après-vente, il y a des missions de conseil qui peuvent être produites, et il y a surtout des mises à jour et des évolutions régulières de l'outil qui vont être proposées. C'est un outil qui se concentre sur le carbone, mais une fois qu'on a chargé les données qui permettent de faire un diagnostic bas carbone, étant donné que c'est le plus exigeant en termes de données collectées sur l'exploitation, derrière, on peut calculer tout un tas d'indicateurs de performance environnementale, socio-économique de la transition. Et on peut faire du sur-mesure pour calculer des indicateurs au-delà du carbone demandé par des partenaires qui souhaitent accompagner la transition des exploitations agricoles. Slide suivante, Ludivine, s'il te plaît. Voilà, bon, ça c'est la proposition de vente de l'outil pour les coopératives agricoles. C'est peut-être moins adapté à un public agro-industrie que nous avons ici, mais il est tout à fait compatible agro-industrie. C'est un outil qui est conçu avec 3 types d'interfaces. Une interface pour le conseiller agricole, qui souvent est basé en coopérative ou en chambre d'agriculture ou en Serre France, qui va accompagner l'agriculteur dans sa transition.
Il y a une interface administrateur pour les porteurs de projets, par exemple. Vous êtes un acteur qui finance des projets, vous avez 10, 20, 40, 200 exploitations à suivre. Vous avez un dashboard dédié qui vous permet de piloter la performance de toutes les exploitations de votre projet. Et bien évidemment, une interface agriculteur où l'agriculteur peut suivre sa performance dans la transition. Slide suivante, voilà, ça c'est un extrait de visualisation du compte conseiller d'exploitation agricole qui va pouvoir ajouter différents comptes d'exploitation, réaliser le bilan carbone initial et les simulations. Et on peut passer à la dernière slide, voilà, sur laquelle je vais conclure ma présentation. C'est la page web d'accès à Carbon Extract. Donc Carbon Extract, c'est un outil en SAS. Donc, il est hébergé sur Internet. Pour l'utiliser, il faut faire ouvrir un compte à l'agriculteur qui se connecte à distance à l'outil. Donc, c'est très souple, c'est agile. Il faut plutôt avoir une formation pour l'utiliser, mais des acteurs qui sont bien avancés peuvent l'utiliser voilà, comme ça. Donc, il y a des webinaires de présentation de l'outil. Je vais vous indiquer dans le chat le contact à qui envoyer une demande de participation à un webinaire. Et puis, on est disponible maintenant pour répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Edouard. Thomas, il y a 2 questions assez précises. C'est ça. Alors, je vais peut-être juste répondre à quelqu'un qui a demandé si contribution était bien définie dans le rapport. C'est oui, vous avez une définition assez précise, mais comme l'a dit Gilda au début, c'est la différence entre contribution et compensation, c'est l'utilisation qu'on cherche à faire tout simplement des crédits carbone. Dans le cas de la compensation, on cherche à soustraire les crédits carbone au bilan résiduel de l'entreprise, alors que pour la compensation, simplement, on dit voilà ma participation à la neutralité globale et c'est vraiment ça la différence. Mais c'est… il y avait donc une question sur, donc dans le premier cas type, on a l'IA qui finance l'entièreté du projet LBC, et donc dans le cas où le projet est en partie sur la chaîne de valeur. Et donc dans le cas d'une IA laitière qui se fournit au prix d'une exploitation qui a plusieurs productions, si elle n'est pas capable de tracer les réductions d'émissions liées à l'atelier lait, alors l'IA laitière ne pourra pas prendre en compte la réduction des émissions sur son scope 3, effectivement, oui, c'est le cas. Si vous n'êtes pas capable de prouver et de lier l'exploitation à vous, en fait, c'est dans la construction de votre scope 3. Alors, chaque entreprise, les méthodologies de calcul des scope 3 sont assez variables. Il y a différentes solutions possibles selon la qualité des données auxquelles vous avez accès, selon aussi le nombre d'ETP que vous êtes prêt à consacrer au calcul de votre scope 3. Donc, on peut avoir des calculs de qualité très différentes. Pour, en tout cas, réduire votre scope 3, il faut être capable de prouver que les réductions d'émissions ont lieu sur votre chaîne de valeur. Si vous n'êtes pas capable de le faire, effectivement, vous ne pouvez pas réduire votre scope 3. Et après, il y avait marqué « on ne pourra que parler de compensation ». Là, puisque le projet est à moitié sur la chaîne de valeur, a priori, si vous suivez nos recommandations, vous ne pourrez pas parler de compensation, puisque pour gérer l'utilisation des crédits carbone dans ce cas, nous, ce qu'on dit, c'est que par précaution, on préfère être conservateur et dire que ça pourrait augurer des cas de double compte. Et donc, vous pouvez parler de contribution comme vous voulez, mais qu'il faut éviter de parler de compensation. J'espère que ça répond à votre question. Peut-être un complément, Thomas, pour tout ce qui concerne le scope 3. Donc, l'outil label bas carbone est utilisé pour travailler sur la réduction des émissions et du bilan carbone de son amont agricole. Parfois, en effet, il est difficile, avec l'outil label bas carbone, de dissocier ce qu'il y a exactement sur son scope et un scope qui concerne plutôt d'autres agro-industries. C'est un cas qui existe. Dans ce cas-là, un projet label bas carbone peut tout à fait être complété par une méthode spécifique pour aller évaluer sur le scope de l'agro-industrie ce qui a été réduit grâce au projet label bas carbone. Ça, c'est des compléments de méthode que nous déployons, en tout cas chez AgroSolutions. Le message, c'est a priori, le label bas carbone n'est pas un outil qui permet c'est un outil à l'échelle de toute la rotation culturelle, de tous les ateliers, de toute l'exploitation, pour entraîner une transition et mesurer le delta de performance.
Si au sein de cette exploitation, il y a besoin de contourer différents périmètres pour définir ce qui est dans le scope 3 de telle ou telle agro-industrie, c'est quelque chose, c'est possible, mais c'est avec un complément d'autres méthodes. Voilà. Et c'est pour ça aussi que, comme le dit Edouard, hein, l'objectif, c'est vraiment des transactions d'exploitation et de comprendre leur cohérence agronomique vraiment globale. Et donc, chercher à essayer de faire des réductions d'émissions uniquement sur un atelier ou une partie de l'exploitation, ce n'est pas forcément la meilleure approche. Très bien. Il y a une question d'Étienne Lapierre, Tout à fait. assez précise sur le double comptage, pardon. Oui. L'IA peut afficher un scope 3 réduit dans ses RSE. Gilda, est-ce que tu peux relire pour tout le monde la question d'Étienne peut-être? Oui, dans le cas où une ferme réduit ses émissions, génère et vend des crédits carbone, par exemple à la Poste, via France Agricarbone Association. La ferme vend également ses pommes de terre, par exemple à McCain. Est-ce que l'IAA, donc McCain ici, peut afficher un scope 3 réduit dans ses RSE sur ses paquets de chips? Donc ça, c'est la première partie de la question. Et est-ce que pour encourager davantage la ferme, on peut lui verser une prime filière en complément? Donc ça, c'est une question assez précise. Et la suite, c'est le ministère de la Transition partage-t-il cette position? Les standards internationaux, VERA, Gold Standard, vont-ils évaluer dans le même sens? Alors, sur la première partie de la question, oui, effectivement, nous, c'est ce qu'on préconise dans la note. C'est possible que la ferme vende ses crédits carbone à la Poste. Voilà, ça, elle vend des crédits carbone très bien. Et par ailleurs, elle a réduit ses émissions. Et donc, c'est tout à fait normal que les IA qui sont dans sa chaîne de valeur puissent réduire leur scope 3, encore une fois, modulo leur capacité à être capable de tracer ces réductions d'émissions. Peut-être Thomas, je précise, c'est ce que vous préconisez, mais c'est également ce qui est repris par l'ADEME, c'est la position officielle de l'ADEME et de l'ONU par rapport à cette approche de tout ce qui est scope 3. Le non-double compte devient une impossibilité physique. Et donc mécaniquement, en effet, si une ferme a réduit ses émissions financées par un acteur, si elle est sur le scope 3 d'un autre acteur, son scope 3 va se voir réduit. Mais d'où une nouvelle nécessité qui est de communiquer plus uniquement sur l'évolution de son scope 3 et la quantité de crédit qu'on a acheté éventuellement par des actions de compensation, mais en plus sur le volume financier qu'on a investi sur les actions de compensation. Et si notre scope 3 a été réduit, est-ce que nous en sommes, en tant qu'agro-industrie, directement responsables? Ou bien est-ce que c'est le fait du financement par des tiers? Il n'y a aucun mal à ça, hein, mais ça permet aussi de préciser, étant donné que le non-double compte devient impossible, et ça c'est reconnu par également Gold Standard et Vera VCS, eh bien, il faut compléter la communication par une information sur si le scope 3 a été réduit, qui en est le responsable et qui a payé pour. Edouard, il y a une question sur Carbon Extract qui a été posée à moi directement, donc vous ne l'avez peut-être pas, sur l'intégration des méthodes. Alors, on l'a pas, effectivement. Ok, alors juste avant que peut-être si tu peux la lire, Ludivine. Ah, pardon, vous ne la voyez pas à l'écran? Non, oui, il y avait juste un complément dans la question d'Étienne, ouais. À quel point on peut cumuler avec des primes de filière. Alors ça, c'est également possible. Tant qu'on démontre, Thomas pourra compléter, mais tant qu'on est capable de démontrer l'additionnalité globale du projet, une exploitation agricole qui reçoit des financements sous forme de crédit carbone pour une transition globale est également éligible ensuite à des primes de filière, soit pour venir compléter, ce qui vont permettre de financer des actions complémentaires, ou parce qu'elle va se trouver avec des commodités qui, par leur caractère issu d'une exploitation en transition bas carbone, pourront être éligibles à des financements plus élevés. C'est ça, le cœur du sujet restant de démontrer l'additionnalité. Mais si l'additionnalité du projet est toujours là, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, tu répondais aussi en partie à la fin de la question sur les standards internationaux. Effectivement, leur récente communication laisse assez largement à penser qu'ils sont en train de revoir pas mal de choses, et notamment la place de la compensation. Est-ce qu'on doit vraiment toujours y accorder autant d'importance et lui dédier autant de moyens, et quel usage peut être fait des crédits carbone? Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger de ce côté-là, ouais, effectivement. Edouard, on va juste prendre la dernière question qui concerne Carbon Extract. Est-ce que Carbon Extract va intégrer toutes les méthodologies label bas carbone?
Et Oui, une oui, question oui. spécifique sur l'élevage. Si tu peux répondre en quelques minutes. Alors, je n'ai pas vu la question sur l'élevage, donc oui, allez à terme, tout OK. Allez-vous faire tous les développements où l'outil est interopérable? Nous allons intégrer tous les développements dans l'outil. L'objectif, c'est que Carbon Extract permette d'accompagner à 360 degrés la transition bas carbone d'une exploitation agricole sur tous les ateliers. Quand on dit 360 degrés, c'est autant un outil de pédagogie et de conseil pour le conseiller et pour l'agriculteur qui fait tourner toutes les méthodes, qui permet de sortir des indicateurs pour aller chercher des crédits carbone, mais on anticipe aussi demain que cette transition sera financée par des aides PAC. Donc l'outil sortira aussi les informations qui permettront à l'exploitation d'aller chercher les aides PAC auxquelles elle est éligible, mais également des indicateurs que les filières vont demander. On l'a dit et répété, un label bas carbone, c'est une mesure de l'impact à l'échelle de l'exploitation, mais souvent les projets sont financés par des agro-industries qui souhaitent savoir quel est, entre guillemets, le bénéfice carbone à l'échelle de la culture qu'ils financent. Et on est en train de travailler sur une méthodologie qui va permettre de faire une allocation des bénéfices à l'échelle de l'exploitation, culture par culture. C'est quelque chose qu'AgroSolutions fait déjà couramment sur tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Hein, Gilda travaille beaucoup là-dessus. C'est une autre approche méthodologique pour tout ce qui est stockage de carbone. Mais on est en train de travailler à faire des propositions d'adaptation méthodologique pour avoir des indicateurs culture par culture. Merci Edouard, je crois que tu dois partir. Ouais, je dois vous laisser, voilà, mais n'hésitez pas. Voilà, merci à tous. Je vous propose de clôturer pour maintenir la durée d'1 heure. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous les poser. Nos mails sont indiqués ici. N'hésitez pas à nous mettre tous les trois en copie. Je profite de remercier Muriel Cuenin qui a participé à l'organisation de ce webinaire, également Ludivine. Merci à tous pour votre participation nombreuse et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à très bientôt. beaucoup, au revoir. Au revoir. À tous. Au revoir.